Bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo qui, cette fois, va tenter d'expliquer nos origines, donc l'origine de notre espèce, l'espèce humaine. En fait, on va réaliser deux vidéos. Dans la première, on cherchera à situer l'homme par rapport aux autres grands groupes d'êtres vivants, et notamment par rapport aux primates. Et on cherchera notamment quelle est l'espèce actuelle qui a le plus de parenté avec l'homme. Puis, dans une deuxième vidéo, on verra ensuite les caractéristiques de la lignée humaine, en étudiant notamment ses autres représentants maintenant éteints, comme l'homme de Néandertal ou l'Homo erectus. Alors, on va commencer par reprendre depuis le début de l'arbre du vivant, donc le premier embranchement qui a eu lieu entre les eucaryotes et les prokaryotes. Donc les eucaryotes, il s'agit de la branche qui correspond à l'acquisition de la structure cellulaire avec noyau et avec organite. Donc évidemment, comme l'homme a des cellules avec des noyaux, on se trouve bien dans le groupe des eucaryotes. Et donc le groupe des prokaryotes, lui, en fait, correspond aux bactéries. Dans ces eucaryotes, on va distinguer les vertébrés et ceux qui ne le sont pas. Donc les vertébrés se caractérisent par la présence d'un squelette interne, d'une colonne vertébrale et d'une chaîne nerveuse située au niveau dorsal. Et donc, évidemment, l'homme fait partie de ces vertébrés. Au sein de ces vertébrés, nous faisons partie des tétrapodes, puisque nous avons 4 membres, et donc 4 membres avec une architecture assez particulière, on appelle ça des membres chiridiens. Au sein de ces tétrapodes, on fait partie des amniotes, donc puisque lors du développement embryonnaire, l'embryon est enfermé dans une cavité amniotique, donc qui est délimitée par une membrane qui s'appelle l'amnios, donc ce qui permet d'avoir un développement embryonnaire à l'air libre, c'est-à-dire en dehors d'un milieu aquatique. Chez les amniotes, on distingue les mammifères, et donc on en fait partie, donc par la présence de poils et la présence d'un allaitement. Au sein de ces mammifères, nous faisons partie des primates, puisque nous avons un pouce opposable et des ongles plats, donc c'est les deux grandes caractéristiques des primates. Et ensuite, au sein de ces primates, on fait partie des hominoïdes. Donc il s'agit de groupes de primates dépourvus de queue. Donc contrairement aux singes avec queue, comme le maquis par exemple, qui ne fait pas partie des hominoïdes. Et enfin, donc au sein de ce groupe des hominoïdes, on a le groupe des hominoïdés, donc qui a comme caractéristique de pouvoir marcher sur les phalanges, ou de pouvoir marcher correctement comme nous, hein. Donc en l'occurrence, ce groupe des hominoïdés est constitué de l'homme et de ce qu'on appelle les grands singes, qui comprend les chimpanzés au sens large, donc chimpanzés et bonobos, les gorilles et les orang-outans. Hors de ce groupe, donc on a les gibbons, qui sont des hominoïdes également puisqu'ils n'ont pas de queue, mais qui ne pratiquent pas le knuckle walking, donc ils ne font pas partie de ce groupe-là. Prenons maintenant ce groupe des hominoïdés, dans lequel on trouve l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé, le bonobo et bien sûr l'homme. Au sein du groupe des hominoïdés, on distingue les homininés, donc qui comprend l'homme et ses plus proches parents, à savoir le chimpanzé et le bonobo. Donc au sein de ces homininés, regardez, on a cet embranchement-là. D'un côté, donc on a l'homme et tout ce qui est donc ligne humaine. Entre ce nœud-là et l'homme, donc tout ça c'est la ligne humaine, mais nous sommes le seul représentant actuel de la ligne humaine. Et de l'autre côté, on a les chimpanzés au sens large, donc qui comprend du coup le chimpanzé au sens strict et le bonobo. Alors maintenant, comment on a fait pour déterminer ces liens de parenté-là au sein des hominoïdés? Parce qu'on a vu que jusque-là, à chaque fois ça se caractérisait par un certain nombre de caractéristiques qui étaient visibles, à savoir l'absence de queue pour les hominoïdes, le knuckle walking pour les hominoïdés, mais au sein des hominoïdés, voilà, il n'y a plus vraiment de caractéristiques physiques bien claires et bien établies qui permettent de hiérarchiser les liens de parenté au sein de ce groupe-là. Donc comment on a fait? En fait, on a considéré un certain nombre d'arguments, dont par exemple des arguments moléculaires, c'est-à-dire que on n'a pas comparé des caractéristiques visibles chez les individus, mais on a comparé des caractéristiques moléculaires, donc invisibles à l'œil nu bien sûr, mais qui sont retrouvables en faisant du séquençage de protéines ou en faisant du séquençage d'ADN. Donc là, par exemple, on a comparé des globines G, donc qui est une protéine, entre différentes espèces de primates. Et en comparant ceci, on s'est rendu compte que, par exemple, entre l'homme et le chimpanzé, il n'y avait aucune différence entre ces deux protéines, alors qu'entre l'homme et le gorille, on en avait un petit peu plus, et entre l'homme et l'orang-outan également quelques-unes. Donc, d'après ça, ça nous permet de hiérarchiser un petit peu les liens de parenté, et dire que le chimpanzé est plus proche de l'homme,
alors que le gorille est un petit peu plus éloigné, ainsi que l'orang-outan, etc. On peut faire la même chose chez des séquences d'ADN, donc en comparant des gènes homologues, c'est-à-dire des gènes issus d'un même gène ancestral. Donc là, l'exemple qui est présenté ici, c'est le gène codant pour la protéine NAD, et on se rend compte que le nombre de différences qu'il y a entre l'homme et le chimpanzé dans ce gène est beaucoup plus faible que le nombre de différences qu'on a entre l'homme et le gorille ou entre l'homme et l'orang-outan. Encore une fois, c'est un bon argument pour dire que l'homme est plus proche du chimpanzé que du gorille ou de l'orang-outan. Donc c'est pour ça qu'on place l'homme et les chimpanzés, donc au sens large, chimpanzé bonobo, dans le même groupe qui est le groupe des hominidés. Alors il y a d'autres arguments encore, il n'y a pas que ces arguments moléculaires. Alors tout d'abord, si on considère l'ensemble du génome humain et l'ensemble du génome de chimpanzé, il y a quand même plus de 99% de ressemblance. Donc voilà, il y a quand même une très forte ressemblance entre ces deux génomes. Si on considère les karyotypes, on voit également qu'ils sont très similaires. Donc dans le karyotype humain, qui sont les chromosomes, on a 23 paires de chromosomes, alors que dans le karyotype du chimpanzé, on en a 24 paires, donc c'est quand même un nombre très proche. Et donc les chromosomes sont assez similaires en fait. Parmi tous ces chromosomes-là, on va en avoir 13 paires qui vont être identiques entre l'homme et le chimpanzé. On va avoir d'autres chromosomes qui vont présenter des grandes ressemblances, mais qui ont subi un certain nombre de mutations chromosomiques, donc par exemple des inversions, des suppressions d'une partie de chromosome, ou des translocations. Et donc à propos de translocation, on suppose aujourd'hui que la paire numéro 2 de l'espèce humaine est issue d'une translocation robertsonienne, c'est-à-dire de la fusion de deux paires, donc chez l'ancêtre de notre lignée. Donc ce serait pour ça que l'homme n'aurait que 23 paires de chromosomes, alors que le chimpanzé en aurait 24. On a également des arguments anatomiques tout de même, qui se voient également. Donc puisque le bonobo et le chimpanzé au sens strict sont quand même assez similaires dans la morphologie par rapport à l'espèce humaine. Ou du moins, il y a plus de similitudes entre l'homme et le chimpanzé que entre l'homme et les autres hominidés comme le gorille ou l'orang-outan. Avant-dernier argument, le volume cérébral. Donc on voit que les volumes sont assez similaires entre chimpanzé, orang-outan et gorille, mais il faut toujours se rapporter au poids du corps. Par exemple, l'éléphant, il va avoir un énorme volume cérébral, mais c'est pas pour ça qu'il va être tellement plus intelligent. Pourquoi ? Parce que son volume corporel étant très important, le volume du cerveau comparé au volume de son corps n'est pas si important que ça. Alors que le chimpanzé, lui, a un cerveau donc qui est à peu près similaire en taille à celui de l'orang-outan et du gorille, mais le chimpanzé est beaucoup plus petit en poids corporel. Donc en fait, il va avoir un rapport poids du cerveau par rapport au poids du corps qui va être beaucoup plus important que l'orang-outan et le gorille. Dès lors, on va avoir une similitude, on va dire, entre l'espèce humaine avec son volume crânien extrêmement important par rapport au poids de son corps, et le chimpanzé qui se démarque un petit peu des autres grands singes sur ce caractère-là. Dernier argument enfin, les arguments comportementaux et culturels, qui sont finalement assez similaires dans l'espèce humaine que chez les chimpanzés. Notamment, il y a un aspect éducatif également chez les chimpanzés, c'est-à-dire qu'il y a une éducation des jeunes chimpanzés qu'il ne faut pas du tout négliger, et qui dure quand même un certain temps. Et il y a également l'utilisation d'outils que l'on peut remarquer chez les chimpanzés, donc notamment avec l'utilisation de baguettes pour manger, qui leur permettent de manger les termites d'une manière plus efficace. Ils utilisent également des cailloux pour casser des noix de coco, ce genre de choses-là. En revanche, la différence par rapport à l'espèce humaine, c'est qu'ils ne conservent pas leurs outils. Donc ils peuvent utiliser un outil comme ça à un moment donné, mais ils ne vont pas le conserver pour le réutiliser plus tard. Voilà, donc c'en est terminé pour ce petit cours sur l'homme au sein des primates. Ce petit cours sera suivi par un autre, peut-être plus important, sur la ligne humaine, donc avec les caractéristiques de cette ligne humaine, et les différentes espèces, disparues ou actuelles, qui la composent. Voilà, à bientôt.